Voilà, j'ai choisi de vous présenter quelques points d'actualité. Et vous avez l'ordre du jour. On discutera du registre, une simplification, une harmonisation des fiches et vous donner un peu l'avancée de ce registre. Des présentations de dossiers difficiles, finalement, il n'y en aura qu'un, présenté par Madame Pellatan. On a voulu refaire, et on a demandé à une jeune et à un moins jeune de faire une présentation de le meilleur ou les deux meilleurs papiers sortis sur l'année. Ça peut nous ouvrir sur des sujets, des choses qui sont apparues intéressants. Donc ils ont eu complètement carte blanche pour identifier les articles qu'ils souhaitaient. Donc j'imagine, Stéphanie Lejeune, elle est pneumologue, donc j'imagine que ça sera de la pneumo. Et puis Arnaud Bonnard, je pense qu'il est chirurgien et je pense que ça sera probablement de la chirurgie, mais on verra bien on ne sait jamais ce qui va nous choisir. Et ensuite, on va avoir une présentation, parce que vous savez qu'on essaye d'animer aussi des projets de recherche collaboratifs sur l'atrésie de l'œsophage au sein de Crackmo. Donc Laurent vous présentera les nouveaux projets de recherche et l'orientation. Et puis on a demandé à plusieurs des porteurs de projets de recherche qui sont en cours de venir, ou qui vont démarrer, de venir faire une mise au point sur leur avancée, où ils en sont, l'aide que vous pouvez leur apporter aussi. Quelquefois, vous êtes sollicités régulièrement, donc c'est l'occasion de voir ce qu'il y a derrière ces projets, où ils en sont. Il y a un grand dynamisme là-dessus. Voilà les quelques points que je voulais aborder avec vous. On renouvelle le comité scientifique là aujourd'hui. J'y arrive tout de suite. Un mot sur le PNDS, son actualisation, où on en est. Je voudrais faire un petit focus sur l'œsophagite eosinophile et un projet européen qui va démarrer sur ce sujet. Un mot sur la carte de soins d'urgence, même si on en a longuement déjà parlé à Fimato. Un mot d'info sur livret de fiches pratiques. Rediscuter avec vous de la BNDMR et BAMARA, même si on a eu une présentation extrêmement complète et assez claire, je trouve, ce matin. Mais bon, s'il y a des points sur le Crackmo et j'ai des points, enfin, en tout cas, j'ai un point à aborder avec vous. Et puis, finir par vous donner l'information, un save the date, pour le 5e congrès mondial de l'atrésie de l'œsophage qui aura lieu en juin prochain dans la belle ville de Rome. Donc le comité scientifique, de Crackmo, il existe depuis la création. On l'appelait avant le réseau d'épidémiologie de recherche, parce qu'il n'y avait pas de centre de compétences. Ça s'est simplifié lors de la relabellisation. Le comité scientifique, c'est des membres. Vous envoyez les noms, et les noms en rouge, je vais y arriver, des entrants. De médecins qui sont représentatifs des spécialités les plus impliquées dans l'atrésie de l'œsophage. Chirurgie enfant, pneumopédiatre, néonatologue, gastropédiatre. On n'a pas de médecin d'adulte. Je pense que dans quelques années, on devra faire entrer dans les scientifiques. Et quand on regarde par exemple notre cohorte à Lille, on a eu les chiffres sur 330 patients suivis en file active, 70 sont des adultes. Et je pense que comme dans d'autres maladies, dans 10 ou 15 ans, on aura plus d'adultes suivis, s'ils veulent bien encore venir, que d'enfants. Et puis une répartition géographique qui permette à l'ensemble des régions d'être représentées. Donc c'est des mandats de 4 ans et tous les 2 ans on renouvelle la moitié. Ça tombait là le moment de le faire. Et donc on fait tourner de façon régulière les gens. Donc, et je vais vous présenter ceux qui rentrent, enfin tous les gens qui sont là. Donc Jean-Christophe Dubus, qui est pneumologue à Marseille. Jean-Christophe, si tu veux te lever, Jean-Christophe. Voilà. Donc pneumologue à Marseille. Et donc, bon, je ne sais pas si tu veux te présenter. Oui, merci beaucoup Frédéric. Donc effectivement, pneumopédiatre sur Marseille, responsable du centre de compétences de maladies respiratoires rares de l'enfant et du CRCM.
J'ai la chance de travailler avec l'équipe de chirurgie et puis aussi avec Isabelle Cabon-Boudard qui est ici comme pneumopédiatre dans le centre de référence de la Trésie. Donc voilà. Ouais, merci. Donc Alexandre Lapillone, qui est néonatologue à Necker. Alexandre. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis néonatologiste à l'hôpital Necker. On s'occupe bien évidemment des atrésies de l'œsophage en collaboration étroite avec les chirurgiens qui sont très présents au CRACMO. Et du coup, je remplace dans ce comité scientifique Sébastien qui était néonatologiste et du coup aussi un peu Christophe par le fait qu'on vienne du même endroit. Voilà. Voilà, Laure Bridou, je ne sais pas si j'ai pas vu Laure, qui est de Rennes, qui est gastropédiatre. Arnaud, qui présentera, qui est là, voilà, qui rentre dans sa 3e année. Le docteur Halal, je ne l'ai pas vu, il n'est pas venu. Donc Thomas Gélas, Thomas. Bonjour, moi Thomas Gelas, donc je suis chirurgien pédiatre à Lyon. Je participe avec mes collègues à la prise en charge des atrésies. Bon, voilà. Voilà, et puis Ronnie et Laurent qui représentent CRACMO et font la mémoire vive et accessoirement un peu le secrétariat et les orientations. Donc je voudrais remercier Frédéric Aubert qui a fait 4 ans et qui a été très attentif, très réactif, à Sébastien Blanc aussi, qui est là. Sébastien, merci de ce que tu as fait. Et Christophe Delacour, qui avait été aussi très actif malgré le fait qu'il soit président de la Société française de pédiatrie. À chaque fois qu'on l'a sollicité, il a été présent. Donc le boulot du comité scientifique n'est pas gigantesque, c'est de la réactivité, mais Laurent en reparlera probablement ou pas, mais tout projet, à partir du moment où il est collaboratif, associe plus de 2 centres de CRACMO, est revu. Il y a une petite fiche qui annonce quel est le but, qui s'en occupe, de quelles données il aura besoin, quels centres seront contactés, un peu l'objectif scientifique, et à l'avance, a priori, quelles vont être les règles de présentation et de publication. On est très attentif à ça, il vaut mieux les définir avant. Quand on est multicentrique, qu'on a 33 centres de compétences, si on ne définit pas ça avant, c'est la catastrophe, les conflits, et ça n'a pas, vaut mieux le dire à l'avance et en discuter. Et du coup, c'est le rôle du comité scientifique de faire circuler, de valider, de mettre des suggestions pour améliorer. Donc voilà, c'est à la demande. Il y a une réunion physique 1 fois par an, et puis c'est à peu près tout pour le comité scientifique. Voilà, tu le diras après. Ok. Où on en est du PNDS? Le PNDS qu'on avait écrit en 2008, revu en 2009. Alors la révision avait été extrêmement rapide. Il y avait un changement d'AMM de l'Inexium, et donc on avait juste changé la ligne sur l'Inexium. Donc ça avait duré 15 secondes le truc. Mais était alors un des tout premiers. Je pense qu'on devait être le 10 ou 15e PNDS maladie rare, pas PNDS tout court, mais qui avait été sélectionné, labellisé par la HAS à l'époque. Il était temps de le remettre. Il y a une pression assez forte pour qu'on en crée ou qu'on révise les PNDS. Donc on a décidé de s'y atteler. Donc avec Laurent et Ronnie. Et Ronnie a fait le coordonnateur. On a fait une update de toute la littérature qui était sortie depuis 2008. On s'est basé sur les quelques consensus qui existent. Ils ne sont pas encore très nombreux dans l'atrésie de l'œsophage. Et puis on a revu, on s'est partagé un peu le boulot de rédaction, on a revu les différents chapitres. La forme change un tout petit peu, ça s'est assoupli, la manière de les rédiger. La forme change un tout petit peu, il y a un rationnel, des tableaux avec les références bibliographiques à la fin où il faut évaluer ce qu'elles apportent. Enfin bref, il y a quelques petites modifications. Globalement, on reste dans la même, bien sûr, la même stratégie d'un suivi attentif, prospectif. Ce qui est nouveau, c'est le suivi à l'âge adulte, qui n'apparaissait pas en 2008, et pour lequel on a, tous les 5 ans en tout cas, puisque ce sont les recommandations actuelles internationales d'une endoscopie œsophagienne chez un adulte ayant une atrésie de l'œsophage, conseillé à ce que tous les 5 ans, ces adultes puissent continuer d'avoir un suivi régulier par un gastro-entérologue d'adulte, qui est probablement la personne la plus adaptée pour leur suivi. Alors, ça peut être le pneumologue, ça peut être le chirurgien, mais c'est à mon avis surtout le gastro-entérologue d'adulte qui est l'homme clé. Voilà. Donc on a fini cette période, cette phase de rédaction, et puis je ne sais plus quand c'est parti. On a eu le soutien de Fimato. Fimato aide pour les
les centres de référence de la filière à stimuler, écrire, mettre en forme et solliciter. Et suivant les recommandations de la HAS, vous avez cette liste de relecteurs. Alors il y a le comité scientifique, pardon, j'ai oublié. Vous êtes dedans, peut-être qu'on ne vous a pas mis parce que... si, voilà, vous y êtes, donc vous allez le recevoir, tu l'as reçu. Oui. Aussi, il y a 2 médecins généralistes, les associations, bien sûr, sont en train de le relire. Il y a des médecins d'adultes, on a introduit anesthésiste, on a un gastro-entérologue d'adulte, on doit avoir un chirurgien d'adulte. Enfin voilà, on a essayé un radiologue, on a essayé d'élargir le panel pour avoir... voilà. Et donc notre boulot maintenant, je ne sais plus les délais qui sont donnés, Aurélie, c'est juillet le retour. Voilà. Donc retour attendu pour fin juillet. Ensuite, il y aura une synthèse de toutes les corrections, donc les recommandations qui ont été, c'est un format Word et de mettre en révision pour qu'on puisse voir les révisions, les accepter, les refuser pour qu'on ne reparte pas chaque fois sur des versions. Voilà, c'est pas un texte énorme, ça fait combien de pages, Aurélie? C'est Aurélie qui 20 pages quand même. Oui, voilà. Bon, voilà. Donc, c'est en cours, merci. Tout le monde l'a reçu, hein, ceux qui se sont reconnus sur la liste on l'a reçu. Tu l'as pas reçu, Arnaud? Monsieur Bonnard, là. Et il n'a pas suivi le lien tout de suite, donc on va lui renvoyer. Donc vous recevez un lien parce que c'est lourd, il y a des annexes et du coup en mail ça passe pas, donc il faut suivre le lien pour que tu puisses le télécharger. Donc Aurélie va renvoyer du coup les liens pour que vous puissiez télécharger les documents. S'il y en a d'entre vous qui ne sont pas sur la liste et qui veulent relire, ils sont aussi... non, bon, c'est pas la... Ok. Un mot sur l'œsophagite aosinophile. Pour vous dire que c'est une nouvelle maladie. Elle est nouvelle parce qu'elle est... elle n'est pas si nouvelle que ça, elle a 15 ans, mais elle émerge en tout cas. C'est une maladie rare, c'est une maladie qui est émergente en Europe, qui a été décrite la première fois en 1993, qui est apparue depuis les années 2000 avec une expansion importante des cas. D'abord au Canada et aux États-Unis, et puis on est en train d'en voir tous beaucoup. L'œsophagite aosinophile a été inscrite dans le renouvellement de CRACMO, comme ça concerne les maladies rares et chroniques de l'œsophage. À côté de la chalasie, l'atrésie de l'œsophage, les cénoses congénitales, on a introduit l'atrésie de l'œsophagite aosinophile. Donc pour vous dire que, avec aussi le groupe francophone de gastro-hépatonutrition qui s'y intéresse, avec un certain nombre de groupes européens qui s'y intéressent, on est en train de s'intéresser à ce sujet-là, indépendamment de l'atrésie de l'œsophage. Mais je ne m'y arrête pas plus, mais juste pour vous parler maintenant de l'atrésie de l'œsophagite aosinophile dans l'atrésie de l'œsophage, qui a été décrit, quelques case reports et puis des séries un peu plus grandes. On a, avec nos anapathes à Lille, repris le travail d'Anne Schneider. Vous vous souvenez qu'il y a eu un travail qui a été fait où on a endoscopé des adolescents pour rechercher le Barrett, l'endobrachiosophage. Et donc on avait recruté, Laurent, sous ton contrôle, plus de 100 adolescents dans le travail d'Anne. Plus de 100 adolescents qui avaient eu une endoscopie avec des biopsies multiples, systématiques. Ils avaient été reconvoqués dans le cadre d'un PHRC, d'un projet de recherche clinique. On avait décrit d'ailleurs un taux de Barrett, en tout cas de métaplasie gastrique très, très important. Très peu de métaplasie intestinale, une seule, si je me souviens bien. Mais 30% de métaplasie gastrique, donc justifiant entre autres le suivi de ces malades. Et du coup, on a pu reprendre pour certaines biopsies qu'on avait à Lille, c'est-à-dire celles de Strasbourg et celles de Lille, en faisant une numération d'œsophagite aosinophile, et on en a trouvé 9%. C'est ça, on en a trouvé 9%. Un travail australien, qui est la plus grosse série, en a trouvé 17%. C'est sûrement pas un hasard, et c'est ça qu'on veut explorer, que ces enfants développent une œsophagite aosinophile. La physiopathologie et le lien. Alors certains pourraient dire c'est parce que vous les endoscopez sans arrêt que vous en trouvez. Ça peut être une raison. Mais l'inexium au long cours, précoce, on sait que ça favorise le passage d'allergènes. C'est une maladie allergique de l'œsophage avec un infiltrat aosinophile. Les IPP sont peut-être un des facteurs de risque de survenue. La dysmotricité œsophagienne avec une augmentation du temps. Certaines parentés entre des études qui ont été faites sur des prédispositions génétiques ou un terrain épigénétique et l'œsophagite aosinophile font penser que ce n'est pas tout à fait un hasard.
et que c'est probablement une association non fortuite. Elle est à connaître parce qu'il faut la rechercher quand on les endoscope pour autre chose, parce que c'est une cause supplémentaire de dysphagie, et ces enfants ont des raisons d'avoir des dysphagies, plein, la dysmotricité, la sténose de l'anastomose, enfin, etc. etc. Et qu'il faut s'intéresser à ce sujet. Et donc, je passe là-dessus. En tout cas, dans les recommandations sur l'atrésie de l'œsophage, il est recommandé, lorsqu'on fait une endoscopie, de faire des biopsies étagées et de rechercher l'œsophagite éosinophile. Et dans le cadre de l'ESGAN, la Société européenne de gastro et nutrition pédiatrique, on vient d'avoir un financement de 50 000 € permettant de mettre en place un réseau européen qui va collecter ces cas, une espèce de registre spécifique. Donc l'étude va se mettre en place. Elle est pilotée par Usha Krishnan de Sydney. Je suis co-coordonnateur avec elle de cette étude. Et du coup, je vous en parle parce qu'on fera appel, si vous avez des observations dans vos centres, de pouvoir les récupérer, de le mettre dans ce centre européen. On n'ouvrira pas, il y a un centre par pays, parce que les cas sont rares, mais on vous sollicitera, si vous avez des observations d'œsophagite éosinophile. Il y en a qui en ont déjà vu dans leur centre. Vous en avez plusieurs. Hein. Voilà. Donc, de les phénotyper. Il y a un registre sur l'œsophagite éosinophile européen qui existe, et l'idée, c'est de comparer et de voir si les profils de ces malades sont différents. Voilà, nous, on s'y intéresse, mais on en a quand même... on en a 12. On a vu 12 enfants avec une atrésie de l'œsophage et une œsophagite éosinophile à Lille. Ça nous paraît beaucoup pour être le simple hasard, ou alors Laurent est un fou de la biopsie, mais c'est aussi une possibilité. Un point sur la carte d'urgence et de soins. On avait aussi été volontaire au début de l'ouverture de Crackmo sur la carte d'urgence et de soins, l'ancien format que vous connaissiez, un peu plus compliqué, avec plusieurs volets. On a refait avec Nadine, la secrétaire du... Où est-ce qu'elle est, Nadine? T'es là? Je voulais vous là, elle n'est pas là. Ah bon, Nadine Bloin, qui est la secrétaire, vous connaissez tous par écrit, par mail ou voilà, qui est la secrétaire qui tient à jour le nombre de cartes qu'on a distribuées. Alors c'est certes insuffisant, mais finalement il y a eu, depuis la création, on les a eues en 2009, ces cartes d'urgence, on en a distribué, pas dire qu'elles sont arrivées dans les carnets de santé de tous les patients, mais on en a distribué pratiquement 1400. Vous voyez que ça a tendance à diminuer avec le temps. Il y a eu un grand enthousiasme pour les distribuer. Si on se prend sur les données du registre, on est entre 160 et 170 nouveaux cas d'atrésie de l'œsophage tous les ans. Et l'année dernière, on en a distribué 28. Donc tous les enfants qui ont une atrésie de l'œsophage n'ont pas eu une nouvelle carte. Voilà. L'autre problème, c'est que la DGOS a décidé depuis plus de 5 ans de ne pas les rééditer. Donc on avait encore des stocks, mais on était en train d'arriver au bout de nos cartons. Voilà. Donc ils nous ont proposé via les filières. Donc c'est la filière qui les sollicite. Et on a eu une discussion qui montre que c'est attendu, en tout cas pour un certain nombre de maladies. Et donc on a réédité la carte de l'atrésie de l'œsophage. Vous en avez tous reçu, normalement. Oui, ça a été envoyé partout. Vous n'en avez pas reçu? Tu n'en as pas reçu, Véronique? Quelqu'un tu veux noter? Ouais. Voilà, en fait, on a changé de secrétaire. Donc, il est possible qu'il y ait eu des petits problèmes. Donc, n'hésitez pas, il y a des formulaires de demande qui se trouvent sur la table à la sortie. Donc, voilà. Donc, vous pouvez noter, ou alors je fais passer les formulaires. Voilà. Ah, t'as rempli, d'accord. Okay. Donc, désolé s'il y a eu des gags. En tout cas, ils sont téléchargeables. Ils sont, voilà. Les règles du ministère, c'est que ça doit être distribué par le docteur qui suit l'enfant. Du coup, voilà. Donc après, nous, on peut en envoyer, les donner à qui rappeler régulièrement. Mais si vous les stockez, vous les donnez pas, ou les patients ne l'auront pas. Et on sait qu'on a l'impression, en tout cas, qu'il y a un gap entre ce qu'on veut distribuer et ce que le retour quelquefois, en disant mais c'est quoi cette carte, j'en ai jamais entendu parler. Enfin, vous avez ce retour, Madame Armand, régulièrement de vous en parler puisque la carte elle est sur le site, vous en avez, mais voilà, elle doit être distribuée, tamponnée, sinon elle n'est pas. Comment? Il y a certains médecins qui refusent de les donner. Ils ne sont malheureusement pas ici. Voilà, et on en a fait une pour l'achalasie œsophagienne. Voilà, il n'y a pas d'association maladie rare. Donc celle-là,
Voilà, donc là, il y a un carton de cartes, c'est le même genre. Hein, l'achalasie, c'est aussi blocage alimentaire, c'est l'œsophage plein si on doit les endormir. Voilà, il y a quelques, c'est assez simple. Puis voilà, savoir que ça existe, quel est le docteur qui s'en occupe pour qu'on puisse. Donc c'est les 2 cartes qui ont été, et puis la hernie de coupole, si on reprend la filière, qui a été faite. Et il y en a plusieurs qui sont en chantier. Celle-là, tu l'as reçue en quantité. Voilà. Il y a un super, il y a un super livret sur accompagner l'atrésie de l'œsophage. Il y en avait eu un premier qui avait été édité à l'époque avec l'aide du laboratoire Nutricia, dans lequel plusieurs d'entre vous, Audrey, Véronique, vous y avez été, des infirmières, qu'est-ce qu'il y a, enfin bref, les médecins qui prennent fiche après fiche, l'oralité, la nutrition entérale, il y a une fiche sur la scolarité, sur le médico-social. Et elle a été complètement la psychologue aussi, Manel, y a bossé, je ne sais pas si elle est là. En tout cas, rééditée pour voilà. Donc elle sera disponible dans les livres, dans les coffrets qui seront distribués à la naissance. Hein. Vous savez que par la filière, à l'initiative des associations, ont été créés des kits naissance là, dont vous avez entendu parler, qui sont en expérimentation. Où ça, les kits naissance? Aidez-moi. Audrey, les kits naissance sont en expérimentation où? À Lille et à Tours? À Lille, Tours et Lyon. Et donc, ils seront... Et donc, à terme, ça sera étendu partout, c'est-à-dire qu'un enfant naissant a un petit kit qui est distribué dès la naissance, où il y a, alors pour l'atrésie, c'est ça, la hernie est en train de faire un livret, les notices de la filière, des associations, etc. Et puis un petit doudou, une cuillère pour l'oralité, et puis voilà. Juste la difficulté, c'est d'identifier la personne qui va le donner et au bon moment. Donc c'est vrai qu'on a sur l'île, pour la hernie diaphragmatique, c'est compliqué. Voilà. Pour l'atrésie, on a Audrey Lecoufle, l'orthophoniste, qui se charge de donner le kit, parce qu'en fait, il faut vraiment l'adapter au patient. Il y a tout un fascicule sur la nutrition artificielle, mais donc il faut le donner au cas par cas. Ensuite, il faut choisir les associations partenaires, donc il faut vraiment l'adapter. On a fait un kit commun pour toutes les pathologies de Fimato. On peut pas distribuer tout voilà. à tout le monde. Ouais. Donc il nous faut vraiment un interlocuteur qui accepte de distribuer Par au bon centre. moment. Et à Tours, par exemple, on a des difficultés. Et voilà, il n'a pas encore été distribué à Tours. Et par contre, à Lille et Lyon, depuis janvier, on a commencé. Alors, et qu'est-ce qu'il distribue à Lyon, vous à savez? Lyon, je sais que ça a été plus compliqué, mais a priori, vous avez réussi le kit naissance pour Lyon? Les infirmières de chir, de néonate, de néonate. C'est peut-être la néonate, hein, parce que ces patients ils passent tous en néonate. Enfin, je ne sais pas, mais... D'accord. Et alors dans ce kit naissance, je ne sais pas si vous l'avez dit, j'étais pas là, mais il y a un petit fascicule ressources utiles dans lequel on explique ce que c'est un centre de référence, un centre de compétences, une filière, et puis on met aussi tous les contacts de vos centres. Donc on vous sollicite pour l'adapter et c'est vraiment personnalisé au centre. Voilà, alors le mot sur la BNDMR, je ne vais pas reprendre le topo que nous a fait brillamment cette personne de la DGOS qui connaît vraiment bien son truc et qui le fait avancer. Hein. Ça nous est imposé, c'est en train de se mettre en place. En acceptant d'être centre de référence et de compétences, vous avez accepté de remplir la BNDMR. Après, vous le ferez ou vous ne le ferez pas. Voilà. Ils sont en train de mettre en place avec des connexions avec les différents CHU pour que les différents systèmes de dossiers informatisés, pour que toutes les informations ne doivent pas être saisies 2 fois et que tout ce qui est date de naissance, adresse, etc., soit complètement saisi, donc avec des modules. Voilà. Je pense qu'à partir de 2019 ou 2020, selon les hôpitaux, ça va se mettre en place. C'est censé être rempli à chaque consultation, à chaque passage, hospitalisation, consultation d'un patient avec une maladie rare, l'atrésie de l'œsophage en particulier, dans nos hôpitaux. Donc vous imaginez bien, il y a l'atrésie de l'œsophage, mais il y a tout le reste. Voilà. Certains, là j'entendais les Lyonnais qui sont déjà, disent que ça va vite et que c'est au cours de la consultation 1 minute quand c'est couplé au module. Ouais, c'est un peu optimiste. 2 minutes, 3 minutes. Il faut le faire, voilà. Voilà, et j'en ai discuté avec, je ne sais plus comment s'appelle la dame qui est venue là tout à l'heure. Il y a le registre de l'atrésie de l'œsophage. Un registre, c'est un registre exhaustif en population. Ce n'est pas, a priori, quelque chose qu'ils veulent bien coupler avec ça. Sur des bases de données existantes, oui, mais sur les registres, non. Donc il faut vraiment qu'on soit très attentif à ne pas perdre
toute la richesse qu'on a dans ce registre dont vous allez entendre parler là juste après, en raison et d'éviter si possible la ressaisie. Donc je ne sais pas encore quelle solution, elle est au courant, il faut qu'on réfléchisse sur la solution à mettre en place pour qu'on ne deviez pas saisir à plusieurs reprises. Alors bon, pour le moment, sur le registre, on a l'aide de Katialine, qui est là, Katialine. Ouais. Vous connaissez toutes, ouais, elle va parler tout à l'heure, oui. Qui est ARC, assistant de recherche clinique, et qui passe son temps, qui est mi-temps que sur le registre, et qui vient, qui vous aide, qui vous relance, et qui vient saisir même dans vos centres. Donc ça, tout ça va continuer, il n'y a pas de raison. Mais... Voilà, donc c'est un des points de réflexion. Ça va s'imposer à nous et il faudra le faire. Donc voilà. Et donc mon dernier point avant qu'on glisse qu'on avance sur le registre, donc, c'est de vous réinformer, vous informer. C'est sur les sites internet de FIMATO, de CRACMO, qu'il y aura la 5e conférence internationale sur l'atrésie de l'œsophage qui va avoir lieu du 24 au 28, donc c'est quasiment une semaine à Rome. C'est organisé par le Bambino Gesù Hospital, je ne sais pas si vous connaissez, c'est juste à côté du Vatican, dans un lieu fabuleux, sur une colline, c'est assez fabuleux. L'hôpital, il n'est pas très fabuleux, mais l'endroit, alors je ne sais pas où ils seront. L'originalité, donc c'est pour ceux qui étaient dans les éditions antérieures, ça va garder la même formule, c'est-à-dire que les associations de patients y sont partie prenante, et en particulier la fédération des HIT, qui s'appelle la Fédération des associations de patients, sera présentée avec, voilà, je ne connais pas le programme encore à l'heure actuelle. La nouveauté, c'est qu'il y aura des points communs avec un congrès un peu similaire, mais qui prend les ORL et les pneumologues. Et du coup, il y aura une session commune avec les problèmes, le pneumo-ORL et l'atrésie de l'œsophage. Donc, on va avoir une séance commune. Et l'autre chose un peu nouvelle qui aura lieu les 24 et 25 juin, les 2 premiers jours, ça va être du training avec des soins de gastrostomie pour les infirmières, des ateliers chirurgicaux sur lesquels je ne connais pas encore, de l'endoscopie virtuelle ou en session live, avec donc une dilatation par exemple, en live avec des experts qui commentent. Ils font ça de façon régulière, ils sont équipés. Voilà, donc un beau congrès sur lequel j'espère que la présence, et il y aura des abstracts bien sûr, et donc on pourra montrer le dynamisme et la productivité de l'atrésie de l'œsophage, de notre réseau et de CRACMO. Voilà. Donc je ne sais pas si sur ce point particulier ou ce point d'actualité, ou si vous avez des points d'actualité que vous voulez aborder. Oui. Les recommandations, il y avait eu des recommandations qui avaient été émises par INOA, il me semble, et c'était Christophe Faure qui avait présenté ça. Est-ce qu'elles ont été finalement transposées et adaptées aux pratiques françaises ou pas? Oui, donc il y a eu donc c'est en effet Christophe Faure qui était venu le présenter aux 10 ans de CRACMO à Lille. Donc il y a un consortium international qui a publié dans le journal pédiatrique gastroentérologie, et c'est libre de téléchargement, et c'est sur le site. C'est sur le site de CRACMO, Nadine, ouais. C'est sur le site aussi, peut-être bien de FIMATO aussi, pas, bon, de CRACMO en tout cas. Et quand on a écrit les recommandations, l'actualité du PNDS, on s'est adapté aux recommandations qui sont dedans. Donc c'est un des points de discussion, mais c'est pour les harmoniser. Il y a aussi, quelqu'un en disait, on est aussi présent dans Hernica, je suis le co-chair de la partie œsophage d'Hernica là. Et il y a eu, c'était Ronnie qui est allé à Stockholm, là, et il a été accepté que le PNDS français serve de modèle pour un PNDS européen, enfin quelque chose d'adapté. Donc oui, il y a un groupe de travail qui devait se réunir à votre congrès. Ouais, c'est ça, donc il y a une réunion qui va transposer le PNDS sur les ERN, parce qu'il n'y a personne qui a ça, il n'y a personne en Europe qui a le truc. Ok. Ronnie et Katialine, je vous passe la parole.